Afrocentricity International, par ma voix, vous remercie pour votre présence. Et j'ai l'honneur et la lourde responsabilité d'animer, de présenter les orateurs de notre journée. J'ai aussi la lourde responsabilité de vous entretenir sur le premier thème. Donc le premier thème aujourd'hui, c'est les liens de parenté interethniques comme fondement pour l'unité africaine que je vais présenter. Le deuxième thème sera présenté par notre secrétaire général et grande sœur, la sœur Tombé, sur l'engagement impératif pour la communauté. Le troisième thème sera la présence mandingue en Amérique précolombienne, qui sera présenté par le frère Yamessou, ici présent. On aura une pause et après le thème qui va suivre sera présenté par le Sèche Iteru. Le titre, c'est les préjugés et passions au sujet d'une théorie originale, l'afrocentricité. Le thème qui va suivre aux environs de 15 à 16 heures, c'est le menticide, l'esclavage, l'esprit, qui sera présenté par notre Chinouti Améni. Après, va suivre la résistance légendaire des Dogono du Mali face à l'islam, du déclin des empires de Ouagadougou et Soso à nos jours par le doyen Demba Coulibaly. Le doyen, il est là? Il n'est pas encore là, le doyen Demba Coulibaly? Ok. Bon. Et après, on aura un entretien exclusif avec notre père universel, Ama Amazama, autour de son nouvel ouvrage, Mamambo, Ama Pera universel. Et on pourra finir normalement aux environs de 20 h. Voilà. Voilà un peu résumé notre journée d'aujourd'hui. Donc comme je le disais, on vous remercie tous. Je suis le frère Kouassi. Je suis responsable dans le bureau exécutif d'AI France, responsable des opérations festives et organisationnelles. Et je suis informaticien de formation et imprégné donc par la fibre afrocentrique. Je vais devoir vous entretenir pendant environ 40 minutes sur ce thème-là, les liens de parenté technique comme fondement de l'unité africaine. Donc en un, on aura l'introduction. En grand 2, je vais développer ce que c'est que le lien de parenté et la plaisanterie et les liens totémiques en Afrique. En grand 3, je vais présenter les fondements historiques et mythologiques du cousinage en Afrique, comme j'aime bien le nommer. Donc, dans le cas, on va voir le totémisme, les marques, l'utilité. En grand 4, je vais présenter, je vais développer en quoi l'unité africaine est synonyme d'unité. Donc en grand 4, c'est une unité africaine et ou cousinage interétatique. Donc je vais développer les conséquences voilà, du fait qu'on n'est pas imprégné de ces liens, le fait qu'on tout le temps viole ces liens intergénérationnels, les valeurs qui en découlent et pourquoi on va indubitablement arriver à l'unité africaine. Et je vais conclure à la fin. Donc je commence mon intro.
la société africaine souffre, et depuis ces différentes pertes de souveraineté, d'un génocide culturel voilé. Ce génocide est de loin un ethnocide. Il est en fait terrorisé par les colons, le colonisateur, qui a refusé en fait de reconnaître cette culture. Elle n'était pas digne d'être appelée culture. Ainsi donc, la sociologie européenne, pour elle, le cousinage, bien les liens de parenté ou les liens ethniques africains ne pourraient être acceptés. Et on a eu des théoriciens comme Marcel Guillot qui ont en tout cas théorisé, qui ont refuté que le noir ne pouvait qu'être un indigène. Tout ceci pour permettre aux colons d'établir un état civil indigène adéquat en fait, pour pouvoir cerner ça dans la compréhension, cartésienne du colon. Ainsi, on a élaboré des notions comme le tribalisme. On a qualifié cette culture de raillerie, de taquinerie, de joking relationship vers la fin. Et c'est ce thème-là, n'est-ce pas, qui est finalement, qu'on traduit en français, alliance à plaisanterie, qui a fait son bout de chemin, jusqu'au plus ou moins qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'était à dessein. Le dessin, c'était effectivement comme Claude Fay l'a dit, c'était l'assèchement des pactes. L'assèchement des pactes, des alliances entre les Africains. Puisqu'ils savaient que le support que ces colonisés allaient avoir allait être les langues d'emprunt, soit le colon, l'espagnol, ou bien l'anglais, ou bien le français. Je poursuis pour dire, l'école européenne a ainsi édifié une bibliothèque, comme on peut expliquer, qualifier de coloniale, engendrant diverses oppositions. On a opposé nation et tribu. On a créé le concept, on a opposé nation et tribu. On a opposé État et ethnie, ville et village, urbanisation et village, développement et village. Aujourd'hui, par une approche afrocentrique, initiée par le Serge Molefi, organisateur international d'Afrocentrisme international, et la paix Art Ama, nous pouvons analyser cela sainement et tirer les leçons pour recouvrir notre identité. Mon propos portera donc sur la parenté à plaisanterie, la galanterie, moi je qualifie ça de galanterie africaine, ou encore d'alliance totémique, de cousinage, tout simplement de camaraderie africaine, comme facteur incontournable pour l'unité tant recherchée des Africains. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effort d'interprétation, soit malsain, sciemment comme inconsciemment, parce que le terme existait dans nos langues. En Côte d'Ivoire, c'est le toupé.
En Guinée, c'est le Sanankuta. En langue Bamanankan et Djo, c'est le Sanankuya. Ndjongu en Soninké, c'est Kal en Wolof. La liste est infinie. Donc, pour chaque langue africaine, en fait, le mot il est bien spécifié. Et si on prend normalement, si on voulait faciliter la démarche, il n'y avait qu'à prendre le mot en langue et puis traduire. Voilà. Donc je poursuis pour arriver sur mon grand 2, le cousinage ou la camaraderie ou la galanterie africaine, comme moi je le qualifie. Qu'est-ce que la galanterie africaine, les liens interethniques, la parenté, le lien de sang, la parenté à plaisanterie africaine? Qui mieux que des Africains, comme nous enseigne notre père, qui mieux que les Africains pour définir cela? Ainsi, pour Macky Sall, Premier ministre d'alors du Sénégal, dans son discours de politique générale en 2004, je cite, « Nous devons tous, notamment ceux d'entre nous qui constituent la classe politique, entretenir cette flamme qui fait rayonner notre cher pays, qui a toujours su contenir ses frissons et ses crises, à l'unisson et avec intelligence. C'est cela que chacun dénomme l'exception sénégalaise, faite de tolérance et de respect de l'autre. Pour situer ces valeurs, j'ai beaucoup interrogé l'histoire. Et il m'a paru finalement plus simple de retenir qu'elle réside peut-être dans le charme de notre cousinage à plaisanterie, si ce n'est dans le fruit de l'ambiance sous l'arbre à palabre, où sont toujours prévalus le pacte de confiance et l'éthique de la parole donnée. Je pouvais plus ou moins vous donner plus ou moins la parole pour qu'on essaie d'analyser ça ensemble, parce que tout est dedans. Donc comme on n'a pas le temps, on va poursuivre et puis après on reviendra plus ou moins dessus. On pourra aussi prendre l'exemple de M. Thierno Sadou Diallo. C'est un Guinéen, économiste, politique, homme politique guinéen, qui définit le lien de sang, la camaraderie africaine comme telle. L'existence d'un pacte national non écrit, mais qui fait que les Guinéens soient si tolérants et hospitaliers malgré les difficultés de toutes sortes. Un pacte national tacite qui, selon le professeur Kaba, fait que les Guinéens arrivent à consolider leur unité dans un contexte problématique. Ceci s'est révélé vrai de la lutte pour l'indépendance qui a amené les Guinéens à voter massivement non lors du référendum du 28 septembre 1958. Il poursuit. C'est tout simplement un système bâti sur des rapports de fraternité, de solidarité, pour favoriser l'entente, la complémentarité et la paix entre les différentes ethnies qui composent l'Empire du Mali. Effectivement, il répondait, il avait assisté à une conférence du professeur Kaba et il a voulu contribuer à sa manière, n'est-ce pas, à la conférence. C'est pourquoi il a fait un poste dans un journal en tant qu'homme politique. Voilà. Donc on revient là, la notion de pacte national, tacite, non écrit, qui permet aux Guinéens de se consolider pour aboutir à l'unité dans les contextes problématiques. Je poursuis.
Anadolu dans Ladi Adamou, directeur national du patrimoine culturel et des musées du ministère nigérien de la culture. En 2004, décembre 2004, il définit le lien de parenté comme tel. La parenté à plaisanterie permet à ses disciples de s'attaquer à tous les sujets sans pour autant s'offusquer. Excusez-moi. J'ai oublié de l'éteindre. Donc il dit quoi? Monsieur le directeur national du patrimoine culturel, c'est un homme de culture. Et en bon sachant, il nous dit que la parenté à plaisanterie permet à ses disciples de s'attaquer à tous les sujets sans pour autant s'offusquer. Il s'agit d'une pratique sociale voulue par nos ancêtres dans le but de la coexistence pacifique. C'est important ce qu'il dit. Il dit à s'attaquer à tous les sujets sans pour autant s'offusquer. Voilà d'où découle la compréhension européenne des liens de parenté africaine. Pour eux, le fait que des personnes qui sont liées par des pactes de sang arrivent à s'offusquer, à s'insulter, n'est-ce pas? Pour eux, c'est la raillerie. Ça ne peut pas découler autre chose. C'est la mesquinerie, n'est-ce pas? C'est la mauvaise manière. En fait, c'est ça. Or, notre doigt nous dit que, effectivement, c'est comme un rituel. La parenté à plaisanterie permet à ses disciples de s'attaquer à tous les sujets sans pour autant s'offusquer. Il finit effectivement pour dire que c'est une pratique sociale voulue par nos ancêtres dans le but d'une coexistence pacifique. Le mot ici important qu'il faut retenir, c'est ancêtre, effectivement, parce que tout va découler de là, vous allez suivre après dans la suite de mon exposé. Donc, on peut, à la lecture déjà de nos érudits, chacun a ses repères, on peut déduire que les alliances, on a plusieurs types d'alliances. On a des alliances qui sont basées sur le patronyme, des alliances interpatronymiques, des alliances entre différentes populations, différentes communautés, donc des alliances interethniques, plus ou moins. On est obligé quelque part d'utiliser ce terme, je ne l'aime pas trop. Des alliances entre familles, interfamiliales ou des alliances matrimoniales. Matrimoniales découle du mariage. Je vais développer en petit a les alliances patronymiques, interpatronymiques. C'est des alliances en général qu'on constate beaucoup dans les populations mandingues. Parce que c'est des populations de castes qui sont pas. Le lignage n'est pas seulement. C'est pas seulement l'ancêtre seulement qui définit le lignage, il y a aussi un métier qui est incorporé dedans. Donc, cet été, ils ont développé, n'est-ce pas, une forme d'alliance assez particulière qui fait que l'individu qui porte un nom peut en porter un autre. C'est un cas exceptionnel. C'est-à-dire que le nom totémique, comme le développe Cheikh Anta Diop, le nom de famille, si vous voulez, peut se diluer dans cette relation de sang. C'est vraiment assez particulier chez les Bambara, les Tuila et les Malinké. Donc, le principe, comme je le disais, l'individu va prendre un nom d'un point, d'un autre lignage, d'une autre caste, et il est alors assujetti
au nouveau nom d'emprunt qui va prendre. Il perd alors son nom totémique pour emprunter un autre nom totémique. Donc là, ce qui découle, c'est l'agrandissement nécessairement de la fratrie, quelle que soit la situation géographique. C'est important parce que c'est de là qu'on va défendre en fait l'unité africaine. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Tamsi Bangoura, il nous donne un exemple vraiment qui illustre bien. Un journaliste qui nous dit, c'est la radio Monkui, n'est-ce pas, en Guinée, il nous dit, il faudra bien rappeler que le rapport plaisant entre différents groupes ethniques a aussi créé des équivalences patronymiques. C'est ainsi que Ba, qui est Peul, et Sila, qui est Soussou ou Djalonke, sont équivalents. Donc, Ba peut s'appeler Sila, comme Sila peut s'appeler Ba, malgré que l'autre est Peul et l'autre est Djalonke. Ainsi que Diallo, qui est Peul, et Camara, qui est Malinké, peuvent effectivement s'interchanger de nom. La règle s'applique aussi aux Sor, sont Peul, et les Keïta, qui sont aussi Soussou ou Malinké. Cette équivalence, il nous précise, a été possible en partie non seulement à cause des déplacements des Peuls nomades, mais aussi avec les installations dans le vous m'excusez, Djalon Ka Dougou, qui devient plus tard le Fouta Djalon. Voilà. Donc c'est un exemple assez parlant. Je vais laisser les autres exemples. On va gagner un peu de temps. Il y a plein. Il y a une myriade d'équivalences comme ça qu'on peut faire. Je passe en petit B aux alliances intercommunautaires, couramment appelées alliances interethniques. Ce type d'alliance, il est un peu macro. C'est des alliances on prend un peuple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on prend par exemple les Akans, qui ont des alliances avec les Gouro. Voilà. Donc, c'est différentes communautés. Je fais un effort aussi pour éviter certaines notions telles que les races, les tribus. Je préfère vous parler de lignage, voilà, et puis de population. Voilà, et puis de nommer concrètement ce dont il s'agit pour ne pas se perdre dans ces notions. Donc, c'est des alliances qui se font. C'est pratiquement des pactes de sang qui découlent sur des pactes d'assistance mutuelle, de bon voisinage, en se résumant dans les pactes de non-agression, de solidarité et de respect mutuel. Effectivement, ça permet de régler des conflits dans les différentes communautés, d'apaiser les différents antagonismes suscités souvent par la transhumance. On sait très bien que, et ça, les populations, ceux qui vont un peu au village, on sait très bien que les peuples, par exemple, qui sont des éleveurs, quand ils croisent des peuples sédentaires, il y a souvent problème. Parce que les sédentaires cultivent soit des ignames, et les autres, ils ont des bœufs, c'est les bœufs qui mangent. Voilà. Donc, effectivement, nos parents, n'est-ce pas, depuis des temps reculés, ont trouvé des mécanismes, n'est-ce pas, d'alliance, de telle sorte que l'autre qui a mangé ton igname, ça ne serait pas un drame. Tu iras lui dire et puis lui donner une certaine compensation. C'est un peu ça.
Voilà le fondement de ces liens. Je donne l'exemple d'Alain Sissao, c'est un autre, un Burkinabé, qui nous dit un exemple assez parlant. Il dit en 1995, au secteur 3 de Fada, un conflit éclata entre Zos et Yana, ces deux communautés au Burkina. La tension était à son paroxysme, le bilan fut désastreux. C'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts matériels, certainement morts d'hommes. Le marché du secteur brûlé, le chef Morga blessé. Mais le conflit a été résolu par les vieux, les anciens, à travers les liens particuliers qui lient les os au Yana. La police avait refusé de régler l'affaire, préférant qu'elle soit réglée par les lances à plaisanterie. En effet, celle-ci a pu préserver la paix, éteindre le conflit, la pratique sauve l'individu dans certaines circonstances, comme le résume si bien. C'est un exemple assez parlant où les autorités administratives policières ont préféré laisser les doyens, les aînés, régler une situation assez conflictuelle. On précise même désastreux. Ces différents tableaux montrent donc que les alliances s'établissent au sein d'un même groupe qui peuvent déboucher sur ces alliances de facto en différents peuples plus grands, des groupes plus grands. C'est ainsi que on peut constater que le groupe Mandé et Krou, Mandé Krou et le groupe Gur-Akan, dont les ramifications s'observent souvent à l'échelle internationale. Et là, on a un exemple assez parlant. Chez les Mandés, on a une alliance entre les Sénoufos et les Tabanan. Cette alliance découvre un autre niveau qui s'étend à l'international. Pourquoi? Parce que le Sénoufo du Burkina Faso est allié des Dagara, des lobbies et des Djan. Or, les lobbies de Côte d'Ivoire sont alliés des Djimi, eux-mêmes alliés des Sénoufos, qui sont des alliés de Yakuba. Alliés eux aussi des Gourou et des Godais. La chaîne peut être encore plus complexe. Tout semble concourir véritablement à une toile d'araignée, n'est-ce pas, qui s'étend. En fait, c'est ça, la complexité. Et c'est ce à quoi les Européens étaient vraiment confrontés. Ils étaient confrontés à cette complexité-là qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, ce n'était pas rationnel. Ça ne pouvait qu'être de la sauvagerie. Je vous donne les exemples du groupe Akan dont je viens, que je connais un peu bien. Dans le groupe Akan, on a les Agnis, les Abrons, les Abrés, les Abais, les Abiki, les Adjoukrou, les Dida, les Aïzi. Regardez la chaîne d'alliance. Les Abrons sont liés de manière totomique avec les Agnis. Les Agnis sont liés au Baoulé. Agnis et Baoulé, il n'y a pas de différence. Quand on se croise, effectivement, même dans le transport, il suffit de voir un Agnis, tu dis, hé, Agnis quoi cher, aujourd'hui il ne paye pas ta voiture. Il comprend. Ça veut dire que il ne va même pas se poser des questions, il sait nécessairement que je suis Baoulé. Déjà, je dirais que c'est un rituel. Tout simplement pour m'annoncer. Et puis je sais que avec ce jeu-là, voilà, je suis avec mon frère en fait, c'est ça. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Donc, les abeilles sont liés aux Abigis, les Abigis sont liés aux Dida, les abeilles sont liés aux Dida, les Abigrou sont liés aux Dida, les Dida sont liés aux Ligno, les Dida sont liés aux Godier, la ligne est sans fin. Vous voyez bien que, même si moi je ne suis pas lié au Néo, mais par le jeu d'alliance, je suis obligé de respecter le Néo. Parce que c'est qu'il est lié quelque part au Dida. Et le Dida, il est fortement lié au Baoulé. Vous allez voir plus tard, les Dida ont même donné des masses sacrées
tels que le Goli, le Baoulé. Donc pour cela, nous on les tient vraiment au respect parce qu'ils nous ont inculqué, nous ont fait rentrer dans un cercle ésotérique qu'on ne savait pas. Le Goli des Baoulé, pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, vient du peuple Goro. Donc voilà un peu le jeu des alliances. Je vais poursuivre pour gagner un peu de temps. Donc on a aussi les alliances, voilà un petit C, les alliances interfamiliales, les alliances matrimoniales. Ce sont des alliances consenties, n'est-ce pas, de bon gré, entre les membres d'une même famille, pour établir, n'est-ce pas, des liens de consanguinité, n'est-ce pas, par le mariage. Ces alliances permettent, n'est-ce pas, la plaisanterie, des liens de plaisanterie entre le petit-fils et le grand-parent, entre les gendres et les beaux, entre les cousins et les cousines. Et ça aussi, c'était vraiment difficile à comprendre pour l'Européen. Voilà. Je vais poursuivre. Sur mon grand 2, les fondements sociologiques des liens interethniques que j'appelle la galanterie africaine ou la camaraderie africaine. On a le totémisme. Je veux expliquer de manière sociologique ce qui fonde ces liens. Pourquoi un Baoulé qui voit un Gouro le respecte? Pourquoi un Akan qui est au sud voit un Malinké du groupe Mandé au nord le respecte? Il y a des fondements sociologiques. Donc on a le totémisme, on a les masques africains, dépositaires de la tradition africaine, on a la parole africaine, qui sont les serments, les proverbes. Je vais développer. La parole africaine, elle est différente de la parole européenne. Très différente. Nous avons les mythes fondateurs, les légendes. Nous avons fait, en dernier ressort, les sanctuaires. Les sanctuaires, je vais développer les bois sacrés et autres. Le totémisme. Le totémisme, on en a un plus ou moins une notion vague. C'est le fait d'attacher un certain respect, de vouer, n'est-ce pas, un certain respect à un objet déterminé. Parce qu'il existe un lien d'affection qui gouverne cela. Le totémisme, de ce fait, engendre une conscience collective et crée une communauté soudée, justement grâce au totem. J'ai avec moi religion et renaissance africaine de la Perat. Elle développe effectivement le totémisme dedans. Elle déduit le tabou du totémisme. Elle dit quoi? Les tabous sont un autre mécanisme important de la création de la sacralité en Afrique. Il existe toutes sortes de tabous ayant trait à l'alimentation, au comportement, aux objets, aux animaux, aux lieux physiques, etc. Le totem est un parfait exemple de ce processus par lequel un objet ou un animal spécifique devient sacré pour un groupe particulier. Je pourrais poursuivre. Donc, elle définit la sacralité. C'est l'homme, effectivement, qui crée la sacralité. Voilà. Et c'est important parce qu'elle développe dedans la sacralité d'emprunt engendre nécessairement la perdition. Parce que la sacralité, comme elle le développe, c'est... Oui. Oui. Non, non, c'est... Vas-y, frère, voici, il n'y a pas de souci. Je suis... Excusez-moi. Il fait quelle heure, s'il vous plaît?
11h15. Ok. Je suis encore dans le temps. Voilà. Donc je parlais de totémisme. Et le totémisme, voilà, elle définit, elle explique bien ce que c'est que la sacralité. La sacralité ne peut pas être en dehors de notre vécu quotidien. Voilà. Effectivement, si c'est en dehors de notre vécu quotidien, un Africain qui prend pour totem l'ours polaire, il a un gros problème. Voilà. Parce que c'est effectivement l'environnement, elle développe ça assez bien. Je vais vous ramener dessus hein, pour avancer un peu rapidement. Donc le totémisme, c'est l'adoration, n'est-ce pas, d'un esprit protecteur. Vu sur ce angle, on comprend nettement qu'il existe un contrat, un lien qui engage l'une des parties comme esprit protecteur et l'autre comme sujet, reconnaissant et obéissant. Donc le totem, c'est une institution, n'est-ce pas, qui devient un siège, une confiance absolue et qui entraîne une dévotion totale. Le totémisme permet alors, c'est un mode de régulation des rapports sociaux, de protection de la collectivité, de la population, et permet d'identifier. L'identification aussi est assez importante, parce que, comme j'ai un exemple assez parlant, on dit, chez les peuples malinqués, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina et de la Guinée, le peuple malinqué, effectivement, n'est pas géographiquement, c'est pas scindé grâce à la population, oui, c'est des populations de part et d'autre, voilà. Les Doumbia et les Keïta, qui ont en commun la panthère comme totem, se considèrent comme frères. Le totem s'établit dans ces conditions comme facteur de rassembleur ou objet de reconnaissance ou d'identification. C'est le totem alors qui va fonder l'unité sociale. On voit bien alors ici encore que le totem, c'est un facteur de prévention de conflits. On en vient au masque. Au max, diapo. Le max Sénoufo, diapo K2. Diapo K2. Voilà. C'est un max signé en bois à dos large qui représente un oiseau, c'est le Kalao qui est symbolisé là. Et comme vous voyez, la représentation en fait, le ventre, voilà, le fait que le ventre est comme ça, et le fait que le dos soit large, c'est des symboles, voilà, révélateurs. C'est un masque, c'est comme vous pouvez le constater, qui ne vient pas d'une région autre que la région du nord de la Côte d'Ivoire. Et dans la cosmogonie Sénoufo, donc Sénoufo, donc Mandingue, le Kalao fait partie des 5 animaux qui figurent dans le mythe de la création du monde. Ainsi, le masque Kalao est entouré d'une forte charge significative, allant dans le sens de la cohésion sociale. Son dos large caractérise sa capacité à endurer les frustrations. Donc, c'est un masque qui inspire pour le Sénoufo la tolérance et l'esprit de sacrifice. C'est un masque aussi qui inspire pour le Sénoufo le dépassement de soi et la survie de l'entente dans la communauté. Le ventre qui est embourbé de la sorte
c'est signe, n'est-ce pas, de suffisance et de sagesse. Donc, le max Senufo est sacré, c'est un totem. Et pour le Senufo, ça lui incombe la sagesse. C'est vraiment ce que vous devez retenir de cet objet de déification. On passe au deuxième diapo. C'est le mas Bobo. Oui. Du Burkina Faso. C'est le même mécanisme. C'est un max pour le Burkinabé qui rappelle l'ordre social, l'ordre politique et l'ordre religieux. C'est un max pour la fécondité, la fertilité, la santé et la prospérité. Donc c'est ce que, quand le Burkinabé voit, c'est ce que ça lui inspire, ça lui injonque de faire. On va aller dans l'autre diapo 4 et 5, le mas Goli. Le mas Goli est intéressant parce que c'est le masque, tout à l'heure je vous parlais de ça, c'est le masque qui a été emprunté, que les Baoulés des Akans ont emprunté au Ouan et au Gouro. Les Baoulés parlent une langue assez différente des Gouro. Comme ils ont cohabité dans la zone forestière au centre de la Côte d'Ivoire, ils ont, les doyens ont trouvé utile, ils ont vu que ce mouvement ésotérique, qui était le mas, était bon. Donc ils sont partis, c'est un jeu d'allégeance, ils sont partis prendre ce mas là-bas. Donc de facto, ils rentrent dans le totem de Gouro. Voilà en fait comment s'instaure en fait l'alliance. De facto, ils sont obligés, tout ce dont est assujetti un Gouro par rapport au Max Goli, aujourd'hui le Baoulé, il est assujetti. Donc le Baoulé, par un jeu d'alliance, il ne peut pas nuire. C'est un pacte de non-agression, tout découle de cela. On va continuer. Le deuxième max, voilà, c'est différentes variantes du mas. C'est du mas Goli, n'est-ce pas? Maintenant, en fonction des différentes régions, on a le Goli Boin, voilà, d'autres types de Goli. Voilà ça, et c'est un mas sacré, c'est un mas qui sert pour les funérailles, n'est-ce pas? Voilà, et puis pour les festivités, les commémorations, tels que les grands sacrifices collectifs. Effectivement, pour les funérailles des chefs et autres, là, c'est le mas Goli qui sort. Donc, on voit un peu l'importance du mas Goli. Donc, on déduit que le mas Goli, c'est nécessairement un mas fédérateur. C'est un mas, là on le constate, de transfert, de syncrétisme culturel, n'est-ce pas? Les différents peuples qui cohabitent. Ici, en l'occurrence, le peuple Ouan et Baoulé. Le peuple Godais aussi, qui a pris, et le peuple Baoulé. Voilà, en fait. Voilà un autre quelque chose qu'il faut retenir. Le fait que le Baoulé a pris le mas Goli chez le Ouan, tous les autres peuples qu'on qualifie entre guillemets d'ethnie qui ont pris ce max-là, c'est un jeu d'alliance, ça engendre immédiatement le jeu d'alliance. Voilà. En fait, voilà pourquoi on dit que ce max est fédérateur. Ce qui fait que, voilà, ça découle de ça. Donc je vais passer au prochain qui est la parole africaine en petit c. La parole africaine que je disais qu'elle est différente de la parole européenne. La parole africaine qui est faite de serments et de proverbes. J'ai ici une revue qui est assez caractéristique parce que
c'est ce que les gens, c'est ce dont je pense hein, que l'Africain a, tous nos combattants africains, je pense à Béhanzin et autres, qui ont beaucoup subi cela. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire de l'Africain, la parole est sacrée. C'est-à-dire que quand si par exemple le colon disait ah, que le roi vienne, je vais voir le roi pour discuter, le roi africain s'est déplacé. Parce qu'il ne peut pas penser que un chef, quelqu'un qui a une autorité comme lui, ne puisse pas respecter sa parole. Ça, il faut bien comprendre. D'autres pensent que c'est une erreur, mais ça dépend de la cosmogonie effectivement africaine, qui est différente de la cosmogonie effectivement de l'imaginaire européen, qui pour eux, ils terrorisent avec Machiavel. Voilà, c'est légion. Machiavel, La Fontaine, Mao, tout cela. J'ai ici une revue, pour ne pas faire de publicité, pour ne pas aussi s'attarder, si plus c'est pas le sujet. C'est-à-dire, pour le fait de ne pas tenir la parole et pouvoir aboutir au résultat qu'on veut, c'est la ruse, c'est rien d'anormal. Pour l'Africain, c'est un sacrilège, parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la parole africaine. La parole africaine, elle fait du serment. J'ai un exemple ici d'Amadou Kourouma. Qui dit « Je suis ton frère ». En fait, c'est... Je finis de lire pour que vous compreniez un peu. Il dit « Je suis ton frère de plaisanterie. Donc je te connais comme tous les Keïta. Tu es un fanfaron réaliste. Je n'ai pas traduit un traite-mot de tes rodons montades. Fils d'esclave, perfide, s'écria Djigui. Un frère de plaisanterie, il est coutumier de se traiter réciproquement d'esclave. Si tu n'étais pas un sous-maré, c'est une exclamation qu'il lance. Le sous-marin alors dit, un sous-marin authentique n'a rien à faire des menaces d'un Keïta. Arrête de gesticuler. Le brun pourrait avoir des soupçons. Il croit que tu es heureux de l'arrivée. En fait, le sous-marin, il était le guide, hein, n'est-ce pas, d'un bataillon de blancs, de colons qui rentraient dans les terres sénégalaises, voilà, tout à genre d'alors, voilà. Et ils ont croisé, n'est-ce pas, un village, n'est-ce pas, de Keïta. Voilà. Donc, eux viennent, le colonisateur, c'est pour raser. Donc, ils croisent et il dit, il parle en langue alors, puisque lui, il servait de traducteur, il parle en langue, il dit non. Écoute, moi, je ne peux pas te faire du mal. Ce que tu as dit que tu veux aller en guerre contre le colon, mais je ne lui ai même pas dit ça. Je lui ai dit que ouais, tu lui dis la bienvenue. Parce qu'il sait que les armes qu'ils ont là, ils pourront te tuer. Donc, voilà, je préfère que tu quittes sur la route, voilà, et puis il faut aller te cacher, voilà, c'est un peu. Et ça, c'est seulement grâce aux jeux des alliances. Sinon, normalement, l'interprète, il est payé par le colon, voilà, le repu, voilà, dit que voilà, ce qu'il dit les propos méchants, voilà, et tué. Voilà. Et ça, c'est grâce au jeu des alliances. Et c'est grâce au serment, effectivement, qu'il y avait entre les sous-marins et les Keïta. On le verra un peu plus loin. J'ai un autre exemple de Gay. C'est un auteur. Il dit un forgeron avait demandé du lait à un peul. Ce dernier a refusé, alors le forgeron a prié pour que le lait se verse. À l'instant même, le lait s'est répandu sur terre. Depuis lors, peul et forgeron sont cousins à plaisanterie. Donc là, le fait que c'est versé, n'est-ce pas, ils ont pris ça comme un acte symbolique. Il reste combien de minutes? Combien? Il est combien là? 28. Non, comme il a commencé à 40. Ok. Donc c'est un peu des exemples comme ça qui, voilà, qui se sont passés et qui ont forgé ces alliances-là. C'est pas anodin, c'est pour un peu donner un peu l'historique de tout ça. On a la charte selon l'épopée mondaine, n'est-ce pas?
L'épopée Mandingue qui a plusieurs traditions, selon Tamsinian ou bien selon Naré. Ce qu'on peut traduire un peu comme la première déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas? La charte de Kouroukan Fouga. J'ai ici une brochure que j'avais eue au cours de la semaine de la région africaine qui explique effectivement ça. Cette charte-là, n'est-ce pas, effectivement, a scellé aussi des jeux des alliances. On le voit, hein, il suffit de lire l'épopée mandingue, n'est-ce pas, de Djibril ou bien de Solonaré. Et on dit la charte mandingue ou Malinkan ou la Kouroukan Fouga est une retranscription d'une déclaration orale, n'est-ce pas, et qui a scellé les jeux des alliances. Voilà. Donc là, vous avez, là, on parle des chasseurs, c'est tout à fait long. Voilà, c'est un peu les origines, n'est-ce pas, de ces jeux des alliances. La parole en Afrique est faite de proverbes, et les proverbes ont un sens pour l'Africain parce que les proverbes effectivement se basent sur ces jeux totémiques là. Et quand les griots, les marabouts, vous dites que je suis maître de la parole, effectivement c'est tout ce jeu là qui font ressortir. Les jeux des alliances totémiques et tout. Donc on va passer plus ou moins dessus. Bon, les légendes et les mythes, diapo 7. Les légendes et les voilà. Non, on revient en arrière, voilà. Les légendes et les mythes totémiques. L'imaginaire africain est façonné, voilà, en un mot guillemets, par les légendes, voilà. Et par exemple, chez nous les Babouis, il y a la légende de la reine Pokou, qui fait que nous, effectivement, par la légende de la reine Pokou, qui a sacrifié son enfant, tout l'historique ressort. Elle vient du peuple Ashanti, n'est-ce pas? Et elle a sacrifié l'enfant, donc on l'a déposité sur notre ancêtre, voilà, commun de tous les Babouis. Et on voit en même temps le jeu d'alliance, on voit d'où on vient, qu'on est parenté par exemple avec les Ghanéens, les Ashanti, c'est le Ghana, on est parenté avec eux. L'imaginaire africain est façonné par les sentiers africains. Diapo 8 et diapo 9. Diapo 8 d'abord. Les sentiers africains, je vous présente là la forêt sacrée d'Osun Osogbo au Nigeria. C'est une forêt sacrée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est-ce pas? Et dans cette forêt sacrée là, on a des eaux sacrées, on a des reliques sacrées, des bois sacrés, tout ça qui façonne l'imaginaire de l'Africain. On va passer le temps, on va passer dessus. Donc c'est le diapo, comme vous le voyez, c'est le diapo 8, 9, 10 et 8, 9, 10 et 11. Voilà. Vous voyez là, les Africains qui vont, n'est-ce pas, demander, vénérer, n'est-ce pas, les ancêtres dans ce bois sacré. Il a été classé, au moins ils ont fait une défense de reconnaissance, ils ont été classés au patrimoine. C'est ce que tous les Africains devraient faire. Je passe dessus. Je déduis en grand 4, je dis l'unité africaine ou le cousinage interétatique. De ce qui découle, n'est-ce pas, on voit bien que il suffit, n'est-ce pas, de s'approprier, de considérer notre patrimoine pour être unis. Parce que notre patrimoine nous dit ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire avec nos voisins. Et avec les voisins de nos voisins, en fait. Voilà. C'est une conséquence déductible. Voilà. Donc, je dis que c'est une véritable institution. En fait, les liens de parenté, ce sont une institution voilà, qu'il faut valoriser. Et il faut imprégner ça dans la scolarité de l'Africain, n'est-ce pas? Qui se dit, l'Africain aujourd'hui qui se dit scolarisé, qui se dit évolué, qui se dit civilisé, qui se dit christianisé, qui se dit islamisé. Donc il refoule tout cet univers-là, n'est-ce pas? Voilà, et puis de facto il est perdu. Et voilà, c'est pourquoi on déduit que la conséquence de tout cela, de cette perdition, c'est la guerre du Biafra. C'est pas normal quand Ibo et Yoruba se battent si on considère tout le passé totémique. Donc je vais passer dessus. La diapo 12. La diapo 12.
C'est un Japon 12? Ouais. Ok, donc là je vous présente, hein, voilà, c'est les temples de l'Afrique pharaonique, c'est des lieux de culte. Au lieu d'aller, c'est pas sur d'autres lieux, je pense que voilà, c'est des lieux de culte aussi à valider, comme la forêt de Sun au Nigeria. Voilà, c'est des exemples. On va passer rapidement dessus. Donc, diapo 14, diapo 13. Donc chez toi c'est... Diapo 14, chez toi 14, chez toi 12, chez moi. Voilà. Il y a deux éminents chercheurs, le professeur Lezou, Dago et des Ivoiriens, le professeur Kwasi Ende, qui disent que comme conséquence de tout ceci, ils disent que c'est la modernisation, je le cite, l'urbanisme et l'économie mondiale avec leurs effets d'individualisme qui ont fortement compromis l'autorité des chefs traditionnels. C'est pourquoi je voulais que... Non, on revient en arrière sur les chefs traditionnels. Voilà. Les chefs traditionnels en Afrique sont une institution, et il faudrait le savoir. Et donc, ils disent que la modernisation, l'urbanisme et l'économie mondiale, avec leurs effets d'individualisme, ont fortement compromis l'autorité des chefs traditionnels, garant de ce genre de code de régulation sociale. Avec le déclin des pouvoirs traditionnels, c'est tous ces héritages culturels qui en pâtissent. Diapo 15 chez toi. Voilà. Donc la conséquence logique, n'est-ce pas, c'est la christianisation de nos frères. Donc les doyens, effectivement, nous disent quoi? Ils disent que l'occidentalisation conjuguée aux effets des religions judéo-chrétiennes a considérablement contribué à la dévalorisation des symboles totémiques, tout comme elle a fait oublier les valeurs fondamentales de nos sociétés africaines. De plus en plus de jeunes connaissent pas les totems. Voilà pourquoi la déduction, voilà, et c'est tout ça qui fait que, effectivement, bon, je vais pas trop, par rapport au temps que je n'ai pas, quand on prend effectivement les religions chrétiennes, tout ce qu'ils appellent les sacrés, c'est des totems aussi. Voilà, c'est l'univers. Voilà, il faut faire souvent la corrélation, quoi. Voilà, c'est vrai que la construction des images saintes, des saints sacrements, le fait qu'on a voulu après vénérer Marie, tout ça, c'était des constructions avec les conciles, il faut le savoir. Et c'est une forme de déification, n'est-ce pas? Ils ont créé des sacrés, des égrégores pour pouvoir évoluer. Voilà. Mais sachez que si ce n'est pas dans votre univers, c'est nécessairement une perdition. Voilà. En résumé. Bon, donc je déduis rapidement, il me reste seulement que 5 à 10 minutes. J'ai déduit que de tout ce qui découle en grand B, les valeurs et avènements de l'unité africaine. Diapo 14. Diapo 14. Non, 16. 16 chez toi. Donc, on voit bien que le cousinage africain ou la camaraderie africaine est une organisation sociologique, n'est-ce pas, fonctionnelle. Les alliances apparentées, bien les parentés à plaisanterie, ont une fonction politique, économique, juridique, sociale et religieuse. Voilà, au niveau religieux, on voit bien que c'est un syncrétisme des mœurs culturelles. Je finis, donnez-moi 5 minutes. C'est un syncrétisme des mœurs culturelles, n'est-ce pas, pour aboutir à toutes ces alliances-là. Au niveau politique, cela se traduit, n'est-ce pas, par des pactes de non-agression, des pactes de sang, des pactes d'intersubordination, en gros. Bon, on peut parler, effectivement, c'est ce dont les hommes politiques, effectivement, africains, souvent en abusent. Voilà, donc c'est pourquoi souvent vous voyez que la plupart des partis politiques africains sont à but plus ou moins, ils jouent un peu sur ces fribes. Mais c'est parce qu'effectivement aussi la population n'est pas assez aguerrie. Voilà. Donc ce que je conseille, c'est d'institutionnaliser cela, c'est-à-dire enseigner cela. Un petit Agni, il saura que ouais, le petit Baoulé, quelque chose qu'il arrive, il ne peut pas se battre. Voilà. Parce qu'effectivement on aura inculqué cela dans les cours d'éducation civique, n'est-ce pas? Voilà.
C'est tout ce qu'il faut dire en fait. Et c'est ce qui n'est pas fait en fait. Voilà pourquoi effectivement il y a tous ces dérapages au niveau social, au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que nous sommes face à un défi majeur, un défi culturel. Il s'agit d'institutionnaliser voilà, les liens totémiques, n'est-ce pas, de réhabiliter le cousinage qui a une valeur millénaire de gestion de la cité africaine. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de maîtres européens pour agréer cela en fait, parce que finalement c'est ce qu'on attend. Tout le tissu social, c'est-à-dire l'école, les universités, les ONG, les structures de communication, les programmes de réconciliation qu'on fait tantôt, n'est-ce pas, gagnerait vraiment à s'initier, n'est-ce pas, à cela et à propager cela. Voilà. Effectivement, j'oublie pas le monde de l'art, voilà, les chansons. Bon, Tikenja, vous avez l'exemple de Tikenja, elle a chanté, voilà, toute sa lumière, tout dans l'une de ses chansons. Voilà, donc sur ce, je vais vous remercier. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée. Merci. Okay. Je suis en même temps, j'ai un double rôle. Voilà, bon, là c'est, j'ai fini. Ça, le dernier diapo, c'était pour un peu montrer ce que le jeu des alliances, ce à quoi ça aboutit. Ça aboutit à l'homme le plus riche, hein, jusqu'à présent, le 10e Mansa, c'est ça, le 10e Mansa, ça aboutit, voilà, c'est un peu cette organisation qui aboutit à ça. Sur ce, on va suivre notre programme, je vous remercie, on va suivre notre programme. On a pris un retard au départ et je vais inviter ma grande sœur et secrétaire générale est tombée pour nous entretenir sur l'engagement, un impératif pour la communauté.